Jean Marcoux, bonjour. Bonjour. Alors en Turquie, on connaît la date des élections générales et présidentielles. Ce sera le 14 mai. On sait que le président désire rester au pouvoir. Quelles sont ses chances? Cette date est importante parce que, comme vous le savez, la Turquie traverse une crise économique qui est assez importante et au cours des derniers mois, tous les sondages prédisaient une élection difficile pour Recep Tayyip Erdogan. Donc, effectivement, on surveille un peu tous les paramètres de cette élection et je crois que dans cette affaire, à la fois, le président, à l'heure actuelle, semble avoir, dans les sondages, de meilleurs scores, et que, par ailleurs, finalement, l'opposition n'a pas encore véritablement choisi son candidat. Dans le même temps, les résultats économiques se sont légèrement améliorés. Il y avait une inflation qui était un peu moins importante à la fin de l'année dernière. Donc tout ça fait peut-être que pour Recep Tayyip Erdogan, c'est le bon moment pour augmenter ses chances dans la perspective de cette élection présidentielle qui, rappelons-le, sera aussi une élection législative. Quand on voit un peu l'attitude du président turc, on a l'impression qu'il est en campagne depuis plusieurs mois. Oui, il est en campagne depuis plusieurs mois. D'ailleurs, il a déjà été désigné comme candidat unique de l'Alliance du peuple. Vous savez que les partis politiques turcs se sont structurés autour d'alliances au cours des dernières années, avec l'Alliance du peuple qui regroupe les forces politiques favorables au gouvernement actuel et au président actuel, c'est-à-dire les forces politiques liées à l'AKP, mais aussi le parti d'extrême droite MHP. Et de l'autre côté, l'Alliance de la Nation, qui était principalement basée autour du parti kémaliste et du Bon Parti, qui est un parti nationaliste modéré, mais qui à l'heure actuelle est une table, comme on dit en turc, de 6 partis qui essayent effectivement de se mettre d'accord à la fois sur un programme, mais aussi sur un candidat. On peut penser que même si depuis plusieurs mois l'opposition essaye de s'unir et de bâtir un programme et de trouver un candidat, elle est d'une certaine manière un peu moins prête à affronter cette élection que le président en exercice, Recep Tayyip Erdogan, qui a d'ailleurs construit une carrière finalement où il est toujours un peu en campagne, à la fois vantant son bilan international, notamment ses médiations dans la guerre en Ukraine, et essayant de rafraîchir son bilan national qui a souffert effectivement au cours des dernières années de cette crise économique. Plus particulièrement aussi, on observe que la date même fixée pour les élections est assez symbolique, puisque cette date, le 14 mai, est la date qui a vu, il y a 73 ans, la victoire de Adnan Menderes. Adnan Menderes était le leader du premier grand parti d'opposition au parti kémaliste et a mis fin finalement un peu au régime de parti unique. Donc Recep Tayyip Erdogan n'a pas choisi cette date par hasard et d'ailleurs il a insisté sur ce point en expliquant qu'à nouveau il allait défaire lors de cette élection les partisans du parti unique et les putschistes qui refusent finalement le vote du peuple. Donc il embraye effectivement sur ce genre de discours et à un moment où finalement il n'a plus l'allant qu'il pouvait avoir lors des premiers scrutins, il essaye de retrouver un petit peu cette manne populiste et populaire qu'il avait portée lors de ses premiers succès. Alors, vous avez cité rapidement l'opposition qui n'a pas encore de candidat. Qu'est-ce qui bloque? Je crois que d'abord c'est une coalition qui est une coalition bien évidemment centrée sur cette alliance du parti kémaliste et du Bon Parti, donc du parti kémaliste qui est la plus forte formation de l'opposition et du parti nationaliste modéré, le Bon Parti, qui s'est séparé d'ailleurs de l'autre parti nationaliste, ultranationaliste, parce qu'il s'était allié à Recep Tayyip Erdogan. Autour, il y a d'autres formations, de petites formations, le parti islamiste originel, qui bien évidemment est hostile à
Erdogan pour des raisons de politique interne, politique politicienne, un petit parti centre-droit qui historiquement a été important, et puis surtout des forces dissidentes, c'est-à-dire des forces emmenées par d'anciens membres du parti de Recep Tayyip Erdogan qui ont rompu avec lui au cours des dernières années. C'est ce parti d'Ali Babacan et le parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Davutoglu. Donc il y a déjà une stratégie à mettre au point. Est-ce que toutes ces forces iront finalement entreront dans une alliance d'opposition, ou est-ce qu'elles joueront chacune leur carte, notamment pour les élections législatives, et parallèlement, est-ce que toutes ces forces vont se mettre d'accord sur un candidat d'union, ou est-ce que certaines vont essayer de présenter leur propre candidat? Il semble qu'il y ait effectivement ce projet d'un candidat d'union, mais en même temps, pour l'instant, le candidat n'est pas désigné. Bon, le leader naturel qui s'est présenté un peu ces derniers temps, c'était le leader du parti kémaliste, Kemal Kılıçdaroğlu, mais beaucoup murmurent d'autres noms, et ces autres noms sont celui de l'actuel maire d'Istanbul, qui a battu l'AKP en 2019, mais la justice turque a lancé, comme par hasard, plusieurs affaires contre lui pour essayer d'handicaper probablement la candidature de celui qui apparaît comme la personnalité ayant le plus de chance face à Recep Tayyip Erdogan. Et également, on murmure le nom de Mansour Yavaş, qui est le maire d'Ankara, mais qui, du fait de son passé nationaliste, risque de ne pas pouvoir obtenir les voix de la gauche. Et là-dessus, il y a un enjeu aussi important qui est de savoir ce que fera le parti kurde, le HDP, qui, bien que menacé de dissolution par la Cour constitutionnelle actuellement, est toujours au Parlement, et de toute manière sera une force politique, une force électorale importante, d'autant plus importante qu'on a vu qu'en 2019, lorsque Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, l'a emporté, en fait, il avait obtenu justement le soutien tacite des Kurdes. Et donc les Kurdes sont là aussi dans cette élection en position de faiseur de roi. Pour que l'opposition l'emporte, il faudrait qu'ils ne présentent pas de candidat, ou en tout cas qu'ils en présentent un au premier tour, qu'il y ait un deuxième tour, et qu'au deuxième tour, cet électorat kurde vote massivement pour l'opposition. Donc il y a là aussi une donnée qui est très importante dans la prochaine élection. L'opposition doit finalement se dévoiler. Alors bien sûr, elle a déjà dévoilé un programme de retour au parlementarisme, parce qu'elle présente cela comme la condition pour un retour véritablement à une démocratie représentative pleine et entière en Turquie, mais en même temps, maintenant, le nom du candidat d'opposition devient une décision urgente à prendre si l'opposition veut pouvoir jouer pleinement ses chances pour la prochaine élection. Jean Marcoux, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.